Je vous demande maintenant d'accueillir Maître Frédéric Pichon pour son intervention. Ne pas céder aux intimidations du pouvoir. Il est avocat pénaliste au barreau de Paris. Il est le cofondateur du collectif des avocats contre la répression policière. Et on l'avait bien connu lors des manifs pour tous, puisque vous aviez soutenu beaucoup de militants. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et je salue les militants de Génération Identitaire, puisque j'aurai l'occasion d'en défendre quelques-uns début janvier, au procès en appel de leur condamnation pour l'histoire de la mosquée de Poitiers. Donc je pense que Solidarité pour tous fera probablement une cagnotte, mais je laisserai la parole à Anne-Laure Blanc, qui a un rôle important dans le dispositif. Camille Desmoulins disait que ce sont les despotes maladroits qui envoient les baïonnettes. L'art de la tyrannie est de faire la même chose avec les juges. Vous l'avez compris, la question de la soumission de la justice au pouvoir politique n'est pas une question nouvelle. Elle est vieille comme le monde, elle est vieille aussi comme le plus vieux métier du monde, qui est le métier d'avocat, avec un autre métier non moins recommandable. Il suffit de se rappeler des proverbes de La Fontaine. Selon que vous soyez puissant ou misérable, les jugements des cours et des tribunaux vous feront, selon que vous soyez, vous feront blanc ou noir. Alors, cette constante de l'histoire doit nous amener, j'allais dire, à relativiser. Si je dis ça, ça n'est pas pour priver cette conférence et ce colloque de toute utilité. Bien entendu que nous assistons depuis quelques mois, même depuis quelques années, à un incroyable recul des libertés publiques et de la liberté d'expression qui avait été commencé s'agissant des libertés publiques avec Manuel Valls au moment de la répression des manifestations pour tous, mais on a assisté à une incroyable accélération de l'histoire avec la répression des Gilets jaunes, sur lesquels je dirai quelques mots à la fin de mon intervention. Ce préalable me semble important parce que je ne voudrais pas désespérer Billancourt et surtout je ne voudrais pas que ce sentiment que la messe est dite nous amène à nous démobiliser. Lorsque vous avez un procès, lorsque vous êtes poursuivi en justice, il faut partir avec cette idée que vous n'allez pas forcément être condamné et que même si vous êtes condamné, vous allez pouvoir remporter, à défaut de remporter une victoire judiciaire, au moins une victoire politique ou une victoire morale. Je plaide souvent devant la 17e chambre correctionnelle, qui est la chambre à Paris spécialisée en droit de la presse, et il faut avoir l'honnêteté d'admettre que cette année, par exemple, pour une association qui s'appelle Riposte Laïque, sur les 7 procès que j'ai plaidés, j'ai gagné les 7 procès. Je dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais simplement pour dire que l'on peut quand même obtenir des victoires judiciaires devant la justice française. Parce qu'il faut quand même faire la distinction entre ce qu'on appelle les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Les magistrats du parquet, ce sont les procureurs de la République et avocats généraux qui représentent l'État. Et qui, eux, incontestablement, sont au garde à vous, le doigt sur la couture, aux ordres du pouvoir. C'est clair. Les magistrats du siège, c'est plus subtil que ça. Ils sont théoriquement indépendants. Mais vous savez, il y a pire que, j'allais dire, la censure, il y a l'autocensure. C'est-à-dire que il ne faut pas s'imaginer que la justice, c'est une espèce de bloc monolithique où, finalement, vous auriez tous les mois des personnages qui se réunissaient dans une espèce de loge sombre avec des cagoules à donner des ordres. C'est plus subtil que ça. Hein, vous avez aussi, pour certains magistrats, et ça c'est un paramètre, c'est l'absence de courage. C'est un paramètre. Moi, j'ai eu à plaider des dossiers devant des magistrats qui étaient notoirement, dont je savais qu'ils étaient de droite nationale ou même catholiques pour des affaires de bioéthique, et qui, par manque de courage, ont rendu des jugements qui auraient pu relever d'un jugement d'un magistrat du syndicat de la magistrature. Et à l'inverse, j'ai obtenu des victoires judiciaires dans des dossiers de référé liberté. Hein. Vous savez, lorsqu'une manifestation est interdite, on saisit le tribunal administratif statuant en référé pour demander la suspension de la mesure d'interdiction. Et j'ai obtenu aussi des victoires judiciaires devant des magistrats tout simplement honnêtes intellectuellement. Et cela existe. Cela existe de sorte qu'il faut, lorsqu'on est attaqué en justice, lorsqu'on est attaqué de toute manière, il faut se défendre. Et il faut se défendre avec les armes judiciaires et notamment avec un avocat. Alors je dis pas ça pour justifier le montant des honoraires des avocats, mais certaines personnes, malheureusement, se disent c'est perdu d'avance, ça sert à rien.
Eh bien, c'est faux. On a obtenu de nombreuses victoires judiciaires, et même lorsqu'on n'obtient pas des victoires judiciaires, eh bien c'est défaites judiciaires. Parce que je considère qu'effectivement, l'incroyable condamnation qui a frappé ces courageux militants de génération identitaire pour l'histoire de l'opération de communication dans les Alpes, pour moi, c'est un scandale judiciaire, c'est évident. Ils ont obtenu la peine maximum. Mais c'est une victoire politique. Parce qu'ils ont suscité une indignation, y compris, j'allais dire, de députés sur le banc des Républicains. Et par conséquent, je pense que s'il y avait eu une condamnation, ce que j'appelle une semi-relaxe, vous savez, une semi-relaxe, c'est quand les magistrats n'ont pas le courage de prononcer la relaxe, alors qu'ils devraient le faire en droit. Et par conséquent, il y aura une décision mi-figue mi-raisin pour finalement dissuader la partie condamnée de faire appel. Une espèce d'amende avec sursis. Estimez-vous heureux finalement d'avoir condamné à une peine aussi faible. Nous avons été bons princes, et c'est parfois pire, c'est méprisant, c'est semi-relax, alors que vous êtes en droit innocent. Donc se battre jusqu'au bout, parce que malheureusement c'est parfois au stade de la Cour de cassation que l'on peut obtenir gain de cause. Par exemple, des personnes comme Éric Zemmour, Christian Van Est, que j'ai eu l'occasion de défendre, ont gagné leurs affaires en allant jusqu'en Cour de cassation. Ils avaient été condamnés en première instance, en appel, et c'est en persévérant, en allant jusqu'à la Cour de cassation, qu'ils ont eu une décision d'annulation des décisions précédentes. Alors, et s'ils n'étaient pas allés jusqu'au bout, vous auriez eu une jurisprudence qui aurait été gravée dans le marbre. Et c'est ça la difficulté. Alors bien sûr, ça a un coût. Un coût d'un avocat en cassation, c'est 3 000 € hors taxe minimum. Mais d'une part, il faut bien se dire, c'est Demosthène qui disait cela il y a très longtemps, et je mets ça en haut de mon cabinet d'avocat, comme ça c'est pour les clients. Lorsque vous prenez un avocat, ne vous demandez pas finalement ce que cela va vous coûter de vous défendre, mais ce que cela va vous coûter de ne pas vous défendre. Et évidemment, lorsque vous êtes condamné définitivement à une peine d'amende ou des dommages-intérêts, voire une peine de prison, cela sera le cas si les jeunes identitaires n'obtiennent pas gain de cause en cause d'appel, eh bien c'est non seulement des condamnations excessives sur le plan financier, mais également une opprobre, y compris sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan de votre réputation, c'est votre maison taguée. Donc il faut aller jusqu'au bout. Ma deuxième observation, il faut se battre, et effectivement ça rejoint de toute façon ce qu'on a entendu avant moi, c'est que la meilleure défense, c'est l'attaque. Dans les dossiers politiques, il n'y a rien à gagner à plaider l'enfance malheureuse. Il m'est arrivé avec des camarades, des confrères, d'aller plaider des dossiers en province. Souvent, lorsqu'il y a des dossiers collectifs où on vient à 2-3, il y a mon confrère Jérôme Triomphe, maître David Dassaledas aussi, avec qui nous partageons ces mêmes combats. Et lorsque nous arrivons en province dans des dossiers politiques, nous avons des procureurs de la République et des magistrats qui sont pour qui finalement il est entendu que la diversité est un acquis, que les idées que mes clients représentent sont nauséabondes. Vous savez, quand vous avez le mot nauséabond dans une procédure, c'est mal parti. Et je ne dis pas ça encore une fois pour nous jeter des fleurs, mais nous les désarmons. Nous les désarmons parce que justement, ils s'attendaient peut-être pour certains à avoir des avocats qui arrivent, c'est ce que nous avait dit un jour un bâtonnier d'Amiens, parce qu'on lui était rentré vraiment dans le lard lors d'une confrontation. Je m'attendais à ce que vous veniez la queue entre les jambes. Et le soir, il donnait une interview sur France Bleu, et on lui demandait mais comment s'était passée la confrontation. Ça a été dur, très 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 dur. Vous savez, ces gens qui sont dans leur petite province, qui s'estiment indéboulonnables et qui voient arriver des jeunes avocats qui leur rentrent dans l'art et qui disent mais non, mais vos lois sont injustes et nous n'acceptons pas comme des acquis, les présupposés idéologiques que vous voulez nous imposer. Et cela déstabilise énormément, croyez-moi. Et même si on perd au moins avec l'honneur. Vous savez ce que disait Churchill. Vous vouliez la paix sans livrer bataille, eh bien vous aurez à la fois et la guerre et le déshonneur. Donc il n'y a rien à perdre finalement à se battre jusqu'au bout et à se battre en contre-attaquant. En contre-attaquant, la meilleure défense, c'est encore une fois l'attaque. Mon troisième point, c'est que la liberté, évidemment, c'est une liberté pour tous, et qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le camp du parti de l'ordre. Je dis ça parce que on peut avoir aussi une conception de la liberté d'expression ou des libertés publiques à géométrie variable, en se disant finalement, je me sens concerné quand
quand ça concerne mes idées, mais lorsqu'il s'agit des idées des autres, par exemple, je sais pas, Dieudonné, ou même des adversaires politiques, Charlie Hebdo, ça ne me concerne pas, donc je suis pour l'interdiction de leurs idées. Et là, non seulement ça n'est pas cohérent sur le plan intellectuel, mais il me semble que nous sommes, il faut bien se dire la chose suivante, c'est que si aujourd'hui et demain, il y a un recul de la liberté d'expression, un recul des libertés publiques, nous serons évidemment les premières victimes. Alors, avec l'affaire des Gilets jaunes, et même si je déplore une tentative de récupération de l'extrême gauche, il faut quand même souligner l'incroyable répression judiciaire. Moi, j'ai défendu des jeunes gens au moment des manifs pour tous, c'était déjà un scandale. Quand il y a une jeune fille de 19 ans, puéricultrice ou auxiliaire de vie, se faire passer à tabac ou interpeller par des gros malabars des compagnies républicaines de sécurité, c'était déjà scandaleux. Mais les Gilets jaunes, ce sont des pauvres gens qui se prennent en plein visage des tirs de flashball, qui se font tirer dessus à coups de grenades de désencerclement ou de grenades lacrymogènes. Il faut savoir que les grenades lacrymogènes en France, elles contiennent 25 grammes d'explosifs. D'accord ? C'est comme si on balançait une grenade offensive. Et une grenade offensive, pour ceux qui ont fait l'armée, c'est une arme de guerre. Eh ben, au mois de décembre de l'année dernière, on a lancé 7000 grenades lacrymogènes. C'est quand même la France, c'est le seul pays en Europe à faire usage de ce type d'armes qui sont des armes de guerre. Et ce qui est scandaleux dans cette histoire, c'est que ce ne sont pas des bavures, ce ne sont pas des accidents. C'est bien des instruments de terreur judiciaire qui sont utilisés là. Moi, je pèse mes mots, ce sont des instruments de terreur judiciaire ils ont fait cela. Et si le préfet de police, l'ancien préfet de police de Paris, M. Delpuech, a été remplacé par le préfet l'allemand, eh bien, c'est précisément parce qu'il avait émis des réserves sur l'usage des lanceurs de balles. Alors, tout ça pour dire qu'il faut défendre évidemment toutes les libertés publiques et que la répression qui touche aujourd'hui les Gilets jaunes est incroyablement scandaleuse et qu'il faut aller jusqu'au bout et ne pas hésiter, y compris dans la stratégie, à jouer la carte de la rupture. J'ai vu qu'effectivement ce manifestant qui a été éborgné il y a une semaine a refusé effectivement d'être entendu par l'IGPN. Et l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, est là en ce moment pour classer les dossiers. Vous avez des centaines de dossiers dans lesquels pourtant les infractions, les manquements à toutes les procédures qui doivent être utilisées ont été manifestement violés. Donc ce sont des instruments de terreur et en refusant d'être entendus par l'IGPN, ils refusent de couvrir une parodie de justice. Et je pense aussi que la stratégie judiciaire, elle doit aller jusque-là, parfois jusqu'à la rupture. Alors dans les formes, il faut le faire toujours avec l'élégance parce que de toute façon, nous sommes des chevaliers, il faut faire tout avec élégance et avec courtoisie. Et lorsqu'on fait les choses, même des choses qui relèvent de la rupture, avec élégance, ça passe toujours. Pour ma part, en tout cas d'expérience, je n'ai jamais été sanctionné, je n'ai jamais eu à pâtir en quelque sorte d'avoir été extrêmement virulent sur le fond, tout en étant sur la forme mesurée, mais cette stratégie de la rupture, elle avait été mise en place par Vergès au moment de la guerre d'Algérie en disant « je ne reconnais pas vos lois, je ne reconnais pas votre façon de fonctionner, je ne reconnais pas la légitimité du réquisitoire du ministère public qui est finalement un exécutant du pouvoir politique. Il faut dire les choses telles quelles. » Et je peux vous dire que cela met très mal à l'aise les magistrats. Alors, voilà, en quelques mots, puisque j'avais 12 minutes, je ne sais pas combien de temps il reste, mais je suis quasiment au terme de ces 12 minutes. Mais ne pas avoir peur d'aller jusqu'au bout, de ne pas avoir peur d'utiliser le procédé de la rupture, et donc prendre un avocat qui soit spécialisé, mais un avocat qui soit politique. Parce que parfois on se dit, je vais prendre quelqu'un qui n'est pas très connu, ou quelqu'un qui a de l'influence. Je pense que dans ce type de dossier politique, il faut prendre des avocats politiques qui n'aient pas peur de remettre en cause la légitimité des poursuites. Un exemple, et j'en terminerai par là, c'était dans le dossier, je crois, de mémoire, le dossier d'Esteban, où on a vu un grand pénaliste, Maisonneuve, qui a voulu éviter de pointer le rôle excessivement nocif et néfaste des antifas, et qui finalement a eu un client qui a été condamné à une peine incroyablement sévère, pour moi, une infraction qui n'est même pas constituée parce qu'il a agi en état de légitime défense. Alors qu'on a entendu un avocat qui, lui, n'a pas hésité à pointer l'incroyable violence des antifas et qui a obtenu la relaxe pour son client. Donc, encore une fois, se défendre jusqu'au bout, contre-attaquer. Solzhenitsyn, et je terminerai par là, qui a été un des plus grands dissidents de l'Est, disait
celui qui résiste ne tombe pas, il n'y a que le fuyard qui tombe. Je vous remercie.